En fait, on va vous voir, pour discuter des questions européennes, on va vous voir au Parlement européen interpeller Jean-Claude Juncker sur un sujet qui vous a beaucoup occupé ces derniers mois, le CETA, c'est-à-dire la négociation du traité entre l'Union européenne et le Canada. Madame la Présidente, Monsieur Juncker, Monsieur Tusk, vous parlez au nom des salariés sur le CETA. Écoutez les salariés, ils ne veulent pas du CETA. Vous prétendez parler au nom des consommateurs, écoutez-les, ils ne veulent pas du CETA, les consommateurs. Vous prétendez parler au nom des citoyens européens et qu'est-ce que vous leur direz, Monsieur Juncker, quand la Commission fera enfin son boulot sur les perturbateurs endocriniens et que Bayer et Monsanto feront condamner l'Europe pour les mesures prises? Qu'est-ce que vous direz, Monsieur Tusk, aux citoyens européens quand l'Europe refera son boulot de leadership sur le climat et que ce seront les firmes canadiennes des sables bitumineux et du pétrole et des gaz de schiste qui attaqueront l'Europe? Qu'est-ce que vous direz aux éleveurs européens quand ils seront détruits par l'élevage intensif, bourré aux antibiotiques, maltraitant les animaux du Canada? Alors, avec ce modèle européen que vous portez, de circulation sans entrave, des biens, des marchandises, des investissements, mais des barbelés, des murs et des camps pour les personnes, vous déroulez le tapis rouge de l'extrême droite et de tous les nationalismes. Ayez le courage d'aller devant la Cour européenne de justice sur le CETA. Soyez cohérents avec vos propos. Allez devant la Cour européenne. Alors Yannick Jadot, grand moment dans les petites, courtes interventions qui est la règle au Parlement européen de votre travail de parlementaire européen. Il faut savoir que cette intervention a fait un buzz énorme, plus d'1 million de vues. 3 millions. Nos chiffres, alors là c'est nous qui faisons l'erreur. J'ai pas pris le temps de vérifier. 3 millions de vues, etc. Donc maintenant c'est François Bonnet, qui est donc cofondateur et directeur éditorial de Mediapart, qui nous a rejoint. Maintenant on va aborder l'Europe et savoir si vous n'êtes pas, vous, les derniers à vous y intéresser. Oui, alors c'est une intervention qui date du 26 octobre. Vous étiez en quelque sorte le Paul Magnette du Parlement européen, hein, Paul Magnette qui était le président, qui est toujours le président du gouvernement wallon et qui a bloqué pendant quelques jours, pendant finalement 72 heures, la signature de ce traité qui va très probablement être ratifié en janvier ou en février par le Parlement européen. Ce qu'il y a d'intéressant dans votre intervention, c'est que vous dénoncez, à travers M. Juncker, le modèle européen. Et il se trouve que ce modèle, finalement, vous n'avez cessé de le soutenir, par exemple en étant pour le référendum de 2005, puis pour le traité budgétaire de 2012. Le traité budgétaire, je rappelle, c'est un compromis passé entre Sarkozy et Merkel en mars 2012, puis que devait renégocier François Hollande, qu'il n'a pas véritablement renégocié, qui a été ratifié par le Parlement français à l'automne 2012, et vous aviez fait une tribune à l'époque en disant « il faut signer ce texte ». Ce que je voulais vous demander par là, c'est qu'en avalisant et en soutenant tous les traités européens, est-ce que vous ne vous réduisez pas de facto à ce qu'on a vu là, c'est-à-dire un ministère de la parole, mais sans effet sur la marche de l'Europe? Alors, je vais me permettre de rectifier un peu ce que vous avez dit. On n'a jamais soutenu le traité budgétaire européen. Au Parlement européen, on a toujours voté contre. Je parle d'un appel que vous avez fait dans Libération avec Cohn-Bendit, je réponds au point appelant les parlementaires français à signer le traité. Voilà. Vous avez dit, vous avez validé le traité budgétaire européen. Au Parlement européen, on a toujours voté contre. Je parlais du Parlement français. Non, d'accord. Après, vous étiez pour en France et contre le Parlement européen? Je ne comprends pas bien, pour ceux qui suivent. Oui, mais justement, je vais m'expliquer. On a toujours été contre cette austérité. Simplement, en 2012, il se passe quoi? Il se passe que François Hollande arrive, il a la légitimité du vote français, il a la force de sa promesse de réorienter l'Europe. L'accord, selon l'analyse que nous faisions à ce moment-là, le seul moyen d'obtenir la réorientation de l'Europe sur l'investissement, c'était, selon nous, avec l'Allemagne tel que ça se faisait, d'accepter ce qui avait déjà été voté et mis en place. C'était, dans l'équilibre européen à ce moment-là, la seule
possibilité. C'était en cours de ratification, c'était pas mis. Non, c'était déjà. Il y avait des parties déjà mises en place, mais il n'était pas ratifié par. Si, le six-pack, c'est le two-pack. Enfin, on ne va pas faire trop de technique, mais c'était mais déjà. Mais c'est déjà un problème d'ailleurs. Dès qu'on débat de l'Europe, on dit on va faire trop technique et on se perd. Mais les enjeux. Le traité budgétaire était un pas supplémentaire dans le contrôle budgétaire par Bruxelles. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Je dis que à ce moment-là, l'analyse que nous faisions, c'était que le point d'équilibre pour arracher un grand plan d'investissement en Europe, c'était cette partie-là. La réalité, nous n'avons jamais vu ensuite. Ben voilà, c'est ça le problème. Non, mais j'ai trouvé des citations de vous à l'époque, où vous disiez effectivement, en lui-même, ce n'est pas un bon traité, mais la question est celle de la dynamique lancée. Donc, oui. C'était, vous pensiez que je pensais qu'Hollande allait quand même tenir ses promesses. Enfin, excusez-moi, mais la promesse avait déjà été piétinée, si vous me permettez. Elle a été piétinée dès l'été 2012. Non, mais oui, mais là, on parle de 2012. On parle de l'automne 2012. Non, mais attendez, on est en train de s'installer. Non, mais attendez, moi, je veux bien, j'assume ce que j'ai fait. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que Hollande arrive au pouvoir. Il a l'accord de Monti, qui à l'époque est le Premier ministre italien. Il a l'accord de Rajoy, Premier ministre espagnol, pour dire qu'il faut aller se confronter avec Merkel pour réorienter l'Europe. Mais à l'époque, on a quand même déjà une série de crises, et Merkel dit, moi, vu les crises et vu que potentiellement ça va coûter, ça engage chacun, je veux qu'il y ait de la discipline budgétaire. Donc, la dynamique, c'est est-ce qu'on a ce grand plan d'investissement qui permet de fait de réorienter l'Europe? La réalité, vous l'avez dit, c'est que Hollande, comme sur le reste, ne l'a pas fait. Et je l'ai dit après, j'ai dit, évidemment, à partir de là, l'équation est totalement déstabilisée, mais plus profondément. Oui, alors, pardonnez-moi, parce que je prenais cet exemple pour plus profondément, puisque le thème, c'est finalement les écologistes sont-ils les derniers Européens? Vous êtes très proche de Cohn-Bendit, et toute la stratégie de long terme des écologistes et toute l'analyse des écologistes, toutes ces positions européennes, ça a été de dire finalement, pour schématiser un peu, on renforce la Commission, on renforce le Parlement pour passer par-dessus les égoïsmes nationaux et par-dessus ce qu'on appelle dans le jargon européen l'intergouvernemental. C'est-à-dire on ne fait pas une Europe de négociation des chefs d'État et de gouvernement, on fait une Europe intégrée, fédérale, c'est dans l'ADN des écologistes, et dans un tandem Commission-Parlement. Ce qui se passe depuis 10 ans, depuis la crise de 2008, c'est quand même la démonstration contraire. C'est que cette Europe-là nous amène justement au CETA, nous amène au traité transatlantique. Est-ce que vous n'êtes pas dans une impasse conceptuelle là, de défendre je pense que à tout coup une intégration via la Commission et via un Parlement dont on a vu qu'il ne produit toujours rien ou très peu? Je m'inscris en faux avec ça. Pourquoi? Parce que depuis 2008 et depuis la crise, on n'a jamais autant et depuis très longtemps vu de l'intergouvernementalité. Oui. Sur tous les sujets essentiels, aujourd'hui, les États ont repris la main, contrairement à la logique communautaire qui vise à choisir plutôt la majorité qualifiée pour éviter que ce soit toujours celui qui mette le veto qui décide et pour justement avoir les débats pour l'intérêt général au sein du Parlement européen. Ce qui s'est passé depuis, c'est qu'au contraire, c'est le retour des égoïsmes nationaux. Oui, vous avez Regardez raison, la mais question. À contrario, est-ce que quand on voit la commission Juncker, ça donne envie de renforcer le pouvoir de la commission? Mais pardonnez-moi, on n'a jamais été pour le renforcement du pouvoir de la commission. Le pouvoir de la commission, le rôle de la commission est inscrit dans les traités, c'est le rôle d'initiative. Et quand on voit le Parlement européen avec un Martin Schulz qui plaide pour la ratification rapide du Vous avez CETA, raison. Vous pouvez critiquer l'Europe et je pourrais critiquer encore plus l'Europe que vous. Je vous interroge sur votre stratégie. Oui, mais notre stratégie... Non, mais attendez, si je peux répondre, parce qu'il n'y a que vous qui parlez, donc si je ne peux pas répondre, ça ne va pas. OK? Donc, moi, ma conception de l'Europe, c'est quoi? C'est, si l'Europe, je le dis là, n'est pas un vecteur de la régulation mondiale, on sera tous balayés. On n'aura même plus besoin de venir ici parler du modèle social français. Si l'Europe n'est pas plus intégrée, si les États européens ne mettent pas plus en partage leur souveraineté, ce seront les entreprises, comme les personnes les plus riches, qui joueront la compétition sur le point de vue fiscal, les entreprises sur le point de vue social, en mettant en concurrence des territoires, en mettant en concurrence des droits. Si l'Europe n'est pas plus intégrée,
on n'arrivera pas à lutter efficacement contre le dérèglement climatique et toutes les questions environnementales qui nécessitent non pas des Poutine, des Erdogan, des Trump ou des Kaczynski, qui est le vrai dirigeant de la Pologne, ou des Erdogan, il faut de la souveraineté partagée. Attendez, je réponds. Donc il faut de la souveraineté partagée. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Non. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Non. Est-ce que la politique européenne va bien? Non. Est-ce que la démocratie fonctionne bien à l'échelle de l'européenne? Non. Est-ce que ça fonctionne à l'échelle de la France? Ça fonctionne tout aussi mal. Ce sont des majorités politiques. Moi, ce que je réfute, pardonnez-moi, dans votre argumentation, c'est que vous êtes en train de me dire que l'Europe, c'est une conception, c'est un choix politique, et que le seul espace démocratique de la confrontation, c'est l'État-nation. Non, je réfute dis ça. Pas ça mais... Les mêmes majorités qui sont en Europe, libérales, conservatrices, ce sont les mêmes dans nos pays, qui appliquent les mêmes modèles. Pourquoi voulez-vous que les résultats soient différents? Je combats la technocratie, je combats l'austérité, je combats le néolibéralisme. Mais il est dans nos sociétés comme il est à l'échelle européenne. C'est un espace démocratique. La seule question qu'on doit se poser, vous et moi, est-ce qu'on a besoin de cet espace démocratique pour retrouver de la souveraineté? Est-ce qu'on a besoin de cet espace démocratique pour être capable d'accueillir les migrants? L'Europe que je dénonce, c'est justement celle des égoïsmes nationaux. Regardez ce qui s'est passé sur les migrants. Ce n'est pas l'Union européenne qui a échoué sur les migrants, c'est les égoïsmes nationaux. C'est ceux qui combattent l'Europe aujourd'hui. C'est l'Europe des anti-européens qui a gagné sur les migrants. Ils crèvent en Méditerranée, il y a quelques pays qui assument leurs responsabilités dans la difficulté et tous les autres qui s'en lavent les mains. C'est tous les Européens qui ont gagné là-dessus. Qui a été incapable de définir des plans d'ensemble, alors acceptés par tous les chefs d'État et de gouvernement. Oui, mais c'est parce que, excusez-moi, l'immigration n'est pas une compétence européenne. Soit on a une compétence européenne et effectivement, le Parlement européen a son mot à dire. Et pardonnez-moi, sur la question des migrants, le Parlement a fait son boulot et même la Commission européenne a fait son boulot. La Commission, comme le Parlement, on s'est battu pour qu'il y ait un accueil des réfugiés et qu'il y ait un partage des réfugiés. C'est Hollande qui a refusé. C'est Valls qui va à Munich et qui se fout de la tête de Mme Merkel parce qu'elle accueille des réfugiés et qu'elle connaît quelques difficultés. Et c'est Wauquiez qui dit « je ne peux pas en accueillir 1800 en Rhône-Alpes-Auvergne, une région de 8 millions d'habitants ». Ça, c'est la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui. Oui, mais pourquoi ne posez-vous jamais à ce moment-là la question démocratique? Je relisais des citations de vous, par exemple sur le cas de Tsipras, où vous déclariez vous-même, Tsipras, la Commission lui a mis le pistolet sur la tempe pour qu'il signe l'accord. D'accord. Bon, mais comment on fait mais dans vous êtes une content Europe comme ça? Est-ce que vous êtes content de l'attitude de Hollande? Non, mais pas de... Donc on moi, je ne vais pas être content ou pas content, c'est pas mon problème. C'est ça le sujet. Je vous interroge simplement sur comment on surmonte cette crise multiforme européenne. Jusqu'à maintenant, les écologistes avaient une proposition qui était ce qu'on appelait une sorte de grand saut fédéral, plus d'intégration. On s'aperçoit, au vu des crises successives, que cette solution du grand saut fédéral ne fonctionne pas. Vous ne vous êtes jamais prononcé, par exemple, sur la question de l'euro. Vous êtes pour rester dans la zone euro. Tout ce débat qui a eu lieu à l'occasion de la crise grecque, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut construire des politiques alternatives dans la zone euro telle qu'elle est formatée aujourd'hui? C'est un débat dans lequel vous n'avez jamais voulu véritablement rentrer. Donc c'est une question... Vous faites un procès d'intention sur les débats dans lesquels je rentre. Je vous pose cette question... interrogez-moi, mais dites pas que je ne veux pas rentrer dans le débat, je suis là avec vous. Non, mais justement, oui, la Troïka est un scandale. On l'a dénoncé du jour 1 au dernier jour, on continue à le dénoncer. Ce qui s'est fait avec la Grèce, c'est dégueulasse. C'est l'humiliation d'un peuple. C'est des taux, y compris aujourd'hui, de contamination sur le sida, de réduction de l'accès aux médicaments, de nourriture qui sont profondément scandaleux. Mais c'est ces majorités politiques que je combats. Je les combats en France. Donc au niveau européen. Mais parce que c'est un... Est-ce qu'on considère... Mon point de départ, c'est est-ce qu'on considère que l'Europe est un espace de souveraineté à construire nécessaire ou pas? Moi, je considère qu'il est indispensable. Comment on le construit? Excusez-moi, je n'ai pas la majorité au Parlement européen. Mais je ne l'ai pas non plus en France. Moi, je veux bien qu'on dise on sort de l'Europe et je vais faire quoi? Je vais dire en France, je ne suis pas content, je rentre en Île-de-France et je ne suis pas content en Île-de-France, je rentre dans mon quartier ou je vais jusqu'où? Donc, moi, ce que je veux, convention régionale, citoyenne sur c'est quoi la souveraineté nationale, c'est quoi la souveraineté européenne, qui est un grand débat citoyen sur l'Europe.
On remonte au niveau des pays, on va sur une constituante à l'échelle européenne avec une constitution courte sur la responsabilité de l'Europe. Je l'ai dit, je veux une Europe qui soit un vecteur de régulation de la mondialisation. Les droits humains, les droits sociaux, les droits environnementaux, avant les droits du commerce, évidemment. Sur la zone euro, je me suis toujours battu pour qu'il y ait un parlement mixte de la zone euro, qu'il y ait à la fois des députés nationaux et des députés européens pour qu'il y ait un contrôle démocratique de ce qui se fait dans la zone euro et que ce ne soit pas la Troïka, qui est une sorte de coup d'État démocratique, qui se soit emparé des choses. Je veux transformer cette Europe parce que je pense qu'elle est indispensable. Et je ne suis pas satisfait de l'Europe telle qu'elle est. Mais justement, parce qu'elle n'est pas dans le saut fédéral. Qu'est-ce qui échoue dans la zone euro? C'est pas assez de gouvernance économique, pas assez de contrôle démocratique ou trop? Vous êtes en train de dire qu'il y a trop. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez. Non, mais si, parce que vous dites qu'on a échoué sur notre vision fédérale. Quand on est au milieu du gué, il y a deux solutions. Soit on recule sur la plage où on était avant, et je pense que ça sera la catastrophe, c'est le choix des anti-européens, c'est la victoire de Le Pen, c'est les frontières, c'est l'effondrement de notre modèle social en quelques années. Soit on a le courage, et c'est ce que font pas les responsables politiques européens, de se dire qu'est-ce que je suis capable de partager comme souveraineté pour faire sens pour tous les Européens. Donc ce que je comprends, c'est que c'est plus le grand saut fédéral, mais c'est que c'est un nouveau traité ou une nouvelle constitution européenne. On a toujours été, qui regardez notre programme les pouvoirs. Moi, je suis candidat à l'élection européenne depuis 2009. On était déjà sur la question de la constituante. Bien sûr qu'il faut remettre de la démocratie. Bien sûr qu'il faut casser les égoïsmes nationaux. Mais franchement, vous conviendrez avec moi que ces égoïsmes nationaux, ils sont aujourd'hui à tous les étages. Qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas majoritaire politiquement sur l'accueil des réfugiés, sur la relance économique, sur la transition énergétique, sur la régulation de la globalisation, sur les sociétés ouvertes, sur l'absence de compromis avec Erdogan, Poutine, tous les autres. Donc, moi, je suis sur ce schéma-là. Mais je pense que l'espace européen n'est surtout pas un espace qu'il faut abandonner parce que c'est trop facile. Parce que notre imaginaire politique, c'est l'État-nation dans notre pays. Et que c'est ce cadre qui existe depuis longtemps. On accepte de perdre quand c'est dans l'État-nation, parce qu'on considère que c'est le cadre historique du combat démocratique, mais on refuse de perdre quand c'est à l'échelle européenne, et on dit, comme on perd là-bas, on s'en va. Eh bien non, moi je veux gagner là-bas aussi. Alors une question précise, et ça sera la dernière, qui m'est soufflée du reste par Ludovic Lamont, qui est notre correspondant à Bruxelles. Martin Schulz, le président du Parlement européen, quitte la présidence du Parlement le 17 janvier. Et il va y avoir 3 candidats. Une candidate du PPE, le parti des droites européennes, un candidat de la GUE et un candidat socialiste. Les échos qu'on a, c'est que la GUE, c'est les gauches unitaires européennes qui rassemblent un peu ce qu'on va appeler les gauches radicales, pour dire très rapidement. Les échos qu'on a, et un peu plus que ça, c'est que les Verts s'apprêteraient à voter dès le premier tour pour la candidate, en l'occurrence une Irlandaise, la candidate du PPE, c'est-à-dire de la droite. Ce n'est pas les échos que j'ai, moi. Et non, vous votez quoi? Je voterai pas pour la candidate du PPE. Moi, on est encore à Strasbourg la semaine prochaine, et j'espère, je me bats pour qu'il y ait une candidature écolo à la présidence du Parlement. C'est logique. Parce que ce qui est envisagé, c'est qu'il n'y ait pas de candidature écologique. Je sais bien. Mais qui envisage qu'il n'y ait pas de candidature, puisque vous en voulez une? Mais écoutez, parce qu'il y a toujours un débat dans le groupe. Vous savez, il y a ceux qui considèrent qu'il est d'usage qui est l'alternance à la présidence du Parlement européen. Et socialiste européen. Moi, je m'inscris en faux avec cette grande coalition. Cette grande coalition est en train de tuer l'idée d'Europe. Ouais. Mais vous savez ce qui m'inquiète profondément, c'est que les Européens sont bombardés de signaux, de nationalisme, de repli et tout ça. C'est tellement facile, le fantasme de la frontière. C'est tellement facile à dire. Vous dites, on va mettre les frontières, tous les problèmes seront réglés. On sait que c'est totalement faux. Mais c'est facile de véhiculer ça. Et ce qui me gêne, c'est que, y compris dans le camp pro-européen, aujourd'hui, il y a une incompréhension extraordinaire, notamment entre la plupart des sociodémocrates, les conservateurs, les libéraux, et ce que je considère être la voie pour l'Union européenne. Je le vois sur les questions commerciales, mais également il y a une incapacité à rompre
avec un modèle qui est en train d'exploser complètement l'Union européenne et de servir tous les extrémismes. Mais même, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne se comprend plus. Il y a une réalité, c'est qu'on ne se comprend plus. Et c'est un vrai souci sur la reconstruction démocratique de nos sociétés. Parce que si on ne se comprend plus sur ce qu'est un projet de civilisation, au sens très noble du terme, l'Europe, pour le reste du monde, c'est encore l'état de droit, c'est encore les libertés publiques, c'est encore la démocratie, même si elle est menacée. Et on voit que d'ailleurs, vous n'avez pas évoqué ça. Pourquoi Hollande ira le pas sur Orban et sur la Pologne? Bien sûr. Parce que quand il fait une loi sur le renseignement, quand il maltraite les Roms, ce gouvernement-là comme le précédent, ou quand il fait l'état d'urgence, il sait qu'il n'est peut-être pas toujours totalement clean du point de vue des droits humains. Et donc, on ne va pas taper sur Orban, puisque nous, on va peut-être prendre quelques distances, quelques dérogations avec ce qui devrait être le cœur de l'Europe. Il faut que ce soit ça de nouveau l'Europe. Il faut que les jeunes aient envie de l'Europe. Moi, je propose qu'il y ait... très loin de la question, si je peux me permettre. Mais non, parce que c'est ça l'Europe. L'Europe, c'est pas simplement gérer la zone euro. On s'en fout de la zone euro. L'euro, c'est une monnaie. L'euro, c'est pas un but. La question, c'est est-ce que les Verts vont voter pour la droite? Mais j'ai répondu. Je veux qu'il y ait un candidat écolo. Vous vous battez au sein des Verts pour éviter qu'ils votent pour le PPE. Non, ça, je peux vous dire qu'il y aura le groupe Vert en tant que tel ne votera pas pour le PPE. Vous savez, j'exclus pas qu'il y ait des personnes. J'en sais rien encore, on est encore loin du scrutin. Je veux qu'il y ait un candidat écolo pour porter notre vision. Mais attention, l'Europe, c'est pas l'euro. L'euro, c'est un moyen. C'est un moyen de construire ensemble une société où on a envie d'être. Moi, je propose qu'il y ait 1 million de jeunes par an qui aillent en formation, qui fassent de la culture, qui fassent de l'apprentissage, qui fassent un métier dans un autre pays, pour qu'il y ait un incroyable métissage européen qui se fasse, qu'on construise la société et la citoyenneté européenne. Et vous savez, quand il y a 1 million de jeunes qui se baladent... Quand il y a Erasmus, quand il y a un jeune... Non, mais c'est beaucoup plus large qu'Erasmus, vous l'avez compris. Quand il y a un jeune qui va 1 an dans un autre pays, dans 25% des cas, il tombe amoureux. Eh bien ça, c'est l'Europe qu'on construit. Qu'on puisse tomber amoureux d'un enfant ou d'un Syrien qui vient d'arriver et qu'on puisse construire une société du métissage. La dégénérescence, ça vient toujours de la consanguinité, jamais du métissage. Yannick Jadot,